Bon alors, aujourd'hui, un sujet dont pourtant tu avais déjà abordé, reprendre Rosemary's Oui. Baby et puis après ouvrir sur Polanski et Beckett, alors autant vous dire que là on est sur quelque chose de beaucoup plus vaste, mais Rosemary's Baby tout simplement parce que il s'est passé quelque chose de nouveau dans ta vie autour de Polanski. Voilà, exactement. Là, je vais être plus dans l'anecdote personnelle que dans la véritable analyse, et parce que de toute façon, on a déjà parlé de Rosemary's Baby à l'antenne. Je vous renvoie au podcast sur le top 10 des films à voir pour Halloween qu'on avait fait et qui est sur YouTube. Je vous rappelle au passage que la chaîne YouTube est en pleine refonte et que je continue à remettre des vidéos beaucoup plus intéressantes à regarder. Mais oui, effectivement, je suis allé voir Rosemary's Baby il y a quelques jours parce que l'Institut Lumière de Lyon, et vous le savez, j'aime beaucoup cet endroit, propose une rétrospective complète des films de Polanski. Donc il n'y a pas tous ces films, mais il y en a une bonne partie, il y a ses principaux, disons. Et évidemment, j'avais envie de revoir Rosemary's Baby. Et je voulais vous en parler en fait parce que c'est un film que j'avais déjà vu, puisqu'on en avait déjà parlé. C'est un film que j'aime beaucoup, de façon très personnelle. Là, c'est plus le cinéphile pur que le jeune qui essaie de faire des critiques qui parle. Parce que voilà, j'avais envie de voir le film au cinéma, mais juste par pure cinéphilie, sans forcément réfléchir à tous les paramètres sur lesquels j'avais déjà pu réfléchir auparavant, juste pour découvrir le film au cinéma et prendre un maximum de plaisir en le voyant. Sauf que pour une raison qui m'échappe, j'ai vécu une expérience totalement inédite, comme si je voyais le film pour la première fois, puisque j'ai été littéralement tétanisé, comme rarement je l'ai été dans une salle de cinéma face au film. La salle était quasiment pleine, j'étais entre deux petits vieux qui s'endormaient à tour de rôle, donc j'avais un coup à ronflement à gauche, un coup à ronflement à droite, donc j'avais des ronflements en stéréo mais décalés. Et donc j'ai vécu une expérience tout à fait particulière, et en fait je voulais en profiter tout simplement pour reconseiller le film une nouvelle fois. J'ai pas envie de le raconter parce que j'ai pas envie de spoiler la teneur du film. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas encore vu. Je sais même qu'il y a des gens qui ne savent pas de quoi ça parle. Donc juste pour resituer, c'est un film que Roman Polanski réalise quand il arrive aux États-Unis à la fin, au milieu des années 60. C'est un film qui date de 67, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, adapté d'un roman d'Ira Levin que j'ai sous les yeux, qui est un roman absolument fabuleux, je vous le recommande absolument, je vous recommande de le lire après avoir vu le film, même si vous en avez l'occasion. Et donc, le film raconte l'histoire de Rosemary Woodhouse et son mari, donc qui sont tous les deux incarnés par Mia Farrow, une comédienne qu'on retrouvera régulièrement au cinéma après, mais qui tient ici son plus grand rôle. Et dans le rôle du mari, on a John Cassavetes, qui n'était pas encore le grand cinéaste indépendant qu'il sera après, mais qui était déjà un comédien aguerri et qui sont tous les deux absolument merveilleux dans le film. Et donc ce couple emménage dans un appartement d'un très bel immeuble à New York et ils vont se rendre compte que finalement ce n'est peut-être pas le meilleur appartement dans lequel emménager, surtout peut-être pas le meilleur dans lequel il faut avoir des enfants. Voilà, j'en dirai pas plus sur ce que raconte le film. Donc c'est un film que Polanski réalise aux États-Unis. Alors si je dis pas de bêtises, c'est son premier film américain. En tout cas, c'est un film qui est très tôt dans sa carrière américaine. Et il est notamment produit par William Castle. William Castle qu'on connaît parce que c'est un cinéaste surtout de série B américaine qui réalisait des petits films d'horreur, des films d'horreur à petit budget et qui se retrouve sur la production de ce film très étrange, très déconcertant et qui est absolument extraordinaire parce qu'on retrouve ce qu'aime faire Polanski dans son cinéma, c'est-à-dire créer le doute. Alors c'est un film qui s'inscrit dans ce qu'on a appelé par la suite, donc postérieurement on a appelé ça la trilogie des appartements, donc dans lequel on retrouve Répulsion avec Catherine Deneuve et Le Locataire avec Isabelle Adjani et Roman Polanski dans le rôle principal, puisque Polanski est également comédien, souvent de ses propres films d'ailleurs. C'est trois films absolument incroyables, trois films terrifiants, et on est à la croisée entre le thriller psychologique, le film d'horreur, on ne sait pas vraiment où les caser. Et en fait, c'est ça, Rosemary's Baby, c'est un film qui échappe au spectateur, c'est un espèce de savon cinématographique, au moment où on a l'impression de pouvoir le saisir, il nous glisse des mains et il nous plonge dans une horreur qui est telle qu'on n'attendait pas. C'est un film qui joue sur les glissements, c'est un film qui joue sur le décalage très très minutieux entre le réel qu'on reconnaît et des situations absolument improbables et qui sont terrifiantes mais toujours fantasmées puisque Rosemary's Baby est un chef-d'œuvre de suggestion, rien n'est jamais montré, tout est toujours compris. Je vous propose qu'on écoute même tout de suite la bande-annonce pour que vous vous imprégniez un petit peu de cet univers et de cette ambiance. Paramount Pictures presents. Hey, let's make love.
co-starring John Cassavetes. Let's have a baby. Oh, Ro, honey, for God's sakes, don't cry, all right? I won't. Wonderful, were you? Young and healthy, I'd have lots of children. Madame and Monsieur shall have the dessert after all. Mousse au chocolat, or as many calls it, chocolate mouse. It's delicious. Has an undertaste. A chalky undertaste. Hey. Nice. Sleep is what you need. Good night's sleep. You better go down below, miss. This is no dream. This is really happening. Written for the screen and directed by Roman Polanski, from the best-selling novel by Ira Levin. Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Morris Evans, and Ralph Bellamy. In a William Castle production. Rosemary's Baby. Allez, on passe à toute autre chose, mais en restant dans Polanski, puisque là, Louis, tu ouvres un vrai dossier Polanski, cette fois-ci, Polanski et Beckett. Exactement. C'est quelque chose qui existe déjà dans la critique, c'est des choses qui ont déjà été notées, sauf qu'une fois de plus, grâce à la rétrospective de l'Institut Lumière, on a eu la chance de découvrir des films rares, notamment les premiers films de Polanski, c'est-à-dire ces courts-métrages qu'il avait réalisés en Pologne, quand il était très jeune, puisqu'on le voit même à l'écran, et on peut voir qu'il est très très jeune et qu'il est déjà extrêmement doué. Donc il y avait 4 films programmés, on peut citer son plus connu qui est Deux hommes et une armoire, qui est un film qui depuis a largement tourné, qu'on trouve assez facilement sur internet, et qui est un film vraiment fascinant sur lequel on reviendra dans justement ce rapport avec Beckett que Polanski tisse dans ses premiers films, et même dans sa filmographie, mais surtout dans ses premiers films sur lesquels on va se concentrer. Et il y avait également, deuxième film important pour ces considérations cinématographico-théâtrales, c'est Les Mammifères, qu'il réalise un peu plus tard, toujours en Pologne. Donc Polanski, donc c'est un jeune cinéaste en Pologne, à l'époque où il fait ses films, protégé de Wajda, dont il aime le cinéma, et il fait des courts-métrages. Et il réalise 2 courts-métrages qui ont attiré mon attention, qui sont donc Deux hommes et une armoire, qui racontent l'histoire assez simple et presque plus symbolique que narrative de 2 hommes qui sortent de la mer avec une armoire. Ils sont 2 à porter une armoire et qui vont trimballer cette armoire partout dans la ville et qui vont vivre des petits événements anecdotiques, tandis qu'ils doivent porter cette armoire et que finalement ils vont retourner à la fin du film dans la mer, là d'où ils viennent, toujours avec cette armoire. Et le deuxième film, c'est Les Mammifères, qu'il réalise un peu plus tard donc, et qui raconte, entre guillemets, est-ce qu'on peut encore parler de raconter quand il s'agit d'histoires pareilles, mais c'est l'histoire de 2 hommes qui ont qu'une seule luge pour 2, ils sont dans la neige, ils ont une seule luge, et donc ils se disputent un petit peu pour savoir qui monte sur la luge et qui traîne la luge, et donc il va y avoir une espèce de concours de qui sera le plus blessé finalement pour avoir le droit, la légitimité d'aller sur cette luge et que l'autre le traîne. Donc on a 2 films qui m'ont rappelé Beckett, m'ont rappelé surtout évidemment son œuvre phare, on le rappelle, En attendant Godot, qui est le chef-d'œuvre, disons, et l'œuvre la plus importante du théâtre de l'absurde, ce qu'on a appelé le théâtre de l'absurde, c'est-à-dire un théâtre qui montre des situations complètement improbables et qui met l'homme face à son absurdité à un moment où les questionnements des philosophies et de la littérature étaient justement de questionner l'homme à la sortie de la guerre. Chacun était perdu et les auteurs étaient perdus face à cette humanité et donc remettaient tout ça en question dans une certaine absurdité dont Beckett fait partie. Et donc, Attendant Godot, c'est l'histoire de Vladimir et Estragon, qui sont 2 bonhommes qui sont sur un plateau très dépouillé, un plateau de théâtre très dépouillé avec juste un arbre, et qui attendent Godot. Sauf que Godot, on le voit jamais, on ne sait pas vraiment ce qu'ils attendent, ils vont croiser 2 personnages étranges qui reviennent dans chacun des 2 actes, qui sont Lucky et Pozzo. Et donc, moi je me suis dit, mais il y a plein de choses qui me font penser à cette pièce. Par exemple, le fait que dans les 2 pièces, nous sommes face à des cycles. Exactement comme dans la pièce de Beckett. C'est-à-dire que les 2 films de Polanski se terminent exactement comme ils commencent,
de la même manière que la pièce de Beckett est construite en cycle, c'est-à-dire qu'on comprend que les personnages sont dans une espèce d'attente éternelle, et que finalement tout n'est que recommencement, et que tout ce qu'ils vivent est voué à se répéter, inlassablement, dans une espèce justement d'absurdité et d'enfermement de l'homme dans ces gestes complètement insignifiants, dans ces gestes complètement absurdes, justement. Et donc, déjà, premier rapport avec les films de Polanski, et on sent qu'il se nourrit de cette logique de Beckett. Il y a évidemment l'absurde dans les deux cas, autant chez Polanski que chez Beckett, on est dans l'absurde, c'est-à-dire des comportements imprévisibles, des comportements qui sont légèrement décalés par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un comportement humain normal, un comportement humain correct, disons. Et puis ce fonctionnement en duo, c'est-à-dire qu'on a le duo de Clodo Pomé, Vladimir et Estragon, qu'on retrouve dans justement ces personnages qui sont paumés dans la neige avec leur luge. On reconnaît un petit peu les figures qui sont des figures de clochards, justement, qui sont dans la pièce de Beckett, et aussi le rapport Vladimir-Estragon, puisque je ne l'ai pas précisé, mais le rapport par exemple Pozzo-Lucky, je ne l'ai pas précisé parce que Pozzo est le maître de Lucky, et Lucky est une forme d'esclave. Et donc on retrouve cette idée dans le fait que l'un doit traîner l'autre, l'un doit porter l'autre sur son dos, doit porter l'autre sur cette luge qui est lourde, qu'il doit tirer avec une corde, la corde qui est essentielle dans la pièce de Beckett, et une fois de plus, je vous renvoie à ces lectures pour les détails. Et puis, on a cette idée d'une forme de fardeau, de porter un poids, une souffrance perpétuelle qui ne peut que s'échanger, mais qui ne peut jamais s'assouvir. C'est-à-dire que les personnages doivent toujours porter un poids, doivent toujours tirer quelque chose. Et ce poids, ce n'est pas qu'un poids physique, c'est aussi un poids moral qui est matérialisé par une armoire ou par une luge chez Polanski, et qui est matérialisé par tout un tas d'objets qui sont portés par Lucky, qui est l'esclave de Pozzo, qui lui fait porter tout son matériel. Matériel complètement inutile d'ailleurs, qui ne sera jamais utilisé dans la pièce pour autre chose qu'une simple mise en scène théâtrale ou pour une simple justement utilisation factuelle complètement anecdotique de ces objets qui sont pourtant très lourds. Et là, c'est la même chose chez Polanski. Cette armoire, elle sert jamais à rien, et cette luge, elle ne sert qu'à porter des gens qui sont faussement blessés et qui veulent se mettre dessus juste parce qu'ils sont... Donc on a cette idée de porter un poids, un fardeau, mais un fardeau qui se matérialise physiquement par des objets, mais qui est bien autre chose qu'une armoire, qui est bien autre chose qu'une corde, qu'une chaise, qu'une luge, que tout ce qui peut être de l'ordre de la vérité matérielle. Donc on a ce regard sur l'enfermement des personnages et leurs actions, par la construction cyclique, mais par justement cette idée du fardeau qui doit être porté, du fardeau qui doit sans cesse être sur le dos des personnages qu'on ne lâche pas finalement, des personnages qu'on ne laisse pas tranquilles. Et puis il y a aussi cette idée très beckettienne de la violence tournée en dérision. Mais l'impact physique est toujours réel. C'est-à-dire qu'il y a une scène très marquante dans En attendant Godot du personnage de Lucky qui, après avoir débité un discours incompréhensible, se fait tabasser par les personnages sociaux. Et on a cette idée qui revient dans les deux films de Polanski, une violence qui est très drôle, qui est tournée en ridicule, une violence qui est clownesque, parce qu'il y a toujours quelque chose de clownesque dans la pièce de Beckett. Et là, on retrouve cette idée clownesque. C'est aussi des comédies, les films de Polanski, il faut le dire. Et on retrouve cette idée de violence drôle, mais dont l'impact physique est toujours réel et jamais négligé. C'est-à-dire que quand un coup est porté, il crée la souffrance chez les personnages. L'impact physique existe. Une réalité tangible, une réalité physique qui est présente chez les deux auteurs. Mais avec toujours ce même traitement en décalage, ce traitement en humour d'une réalité absolument sordide et très crue, finalement, de la violence. Donc, voilà, c'était une critique un petit peu comparatiste entre Polanski et Beckett. Évidemment, on retrouve Beckett dans le reste de l'œuvre de Polanski, mais un peu plus en souterrain. D'ailleurs, je tiens à signaler que Polanski a lui-même joué Lucky dans une adaptation très connue et qu'on trouve sur YouTube en vidéo dans En attendant Godot, donc je ne sors pas ces idées de nulle part. C'est-à-dire que Polanski a joué la pièce de Beckett, donc il la connaît très très bien, et on sent qu'il la réutilise. Moi, je vois vraiment ces deux œuvres de Polanski, ces deux œuvres de jeunesse et court-métrage comme des réécritures et des réappropriations très subtiles et très intelligentes de l'œuvre de Beckett qui démontrent déjà le désir de Polanski de faire du cinéma avec tout un tas de matériaux, en l'occurrence ici le théâtre, et il transforme le théâtre en quelque chose d'éminemment cinématographique puisqu'évidemment tout passe par la mise en scène. Il n'y a pas un seul mot de prononcé dans aucun des deux films dont je parle. Alors, sachant que la pièce de Godot est très visuelle, la pièce de Beckett, pardon, est très visuelle, on sait Beckett aimait beaucoup les didascalies, il mettait beaucoup de didascalies dans ses pièces parce qu'il voulait vraiment que la mise en scène soit également visuelle, mais il n'y a pas un seul mot de prononcé dans la pièce dans le film, ça devient compliqué dans le film de Polanski, alors qu'au théâtre, évidemment, c'est compliqué de ne pas mettre une seule réplique. Et donc, on a vraiment cette idée du décalage, du glissement du réel et de la raison,
et l'absurdité humaine qui revient au centre des actions et des comportements. Et j'avais donc envie de voir une partie du cinéma de Polanski, mais surtout ses films de jeunesse, comme une réécriture très intéressante du cinéma de Beckett. Et en plus, ça nous donne envie de relire Beckett, qui est évidemment un auteur absolument formidable qu'il faut avoir lu. Exactement. Merci beaucoup, Louis.